Mettez-vous à l'aise, comme à la maison. Alors vous avez pu voir, on vous a mis quelques feuilles sur les tables, sur les canapés. Donc c'est quelques définitions que vous pourrez emporter avec vous pour la session. Et donc bienvenue, on va pouvoir commencer. Bienvenue à Decentral House. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Decentral House c'est un incubateur de start-up. Et donc pour moi c'était cool d'être ici. J'ai une de mes sociétés qui est domiciliée ici, donc pour ceux qui ont des entreprises, même si c'est pas forcément dans le Web3 crypto, c'est également un open space pour venir travailler, un coworking space. On va peut-être on a Ellie qui est là ce soir pour représenter Decentral House et qui nous a préparé tout l'apéritif. Merci Ellie. Et donc on est le mardi 15 avril. Ça c'est la date. Mais pour vous mettre un peu dans la temporalité de Bitcoin, on en est au bloc 892 567. Ça c'est la tradition. Donc pour commencer, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Jean, je te laisse te présenter, puis ensuite je continuerai. Oui, du coup, moi, c'est Jean Schinger, diplômé en informatique et passionné de logiciels libres et aussi Bitcoin, vu que c'est du logiciel libre. Et du coup, je propose mes services pour accompagner les gens à la self-custody, c'est-à-dire détenir soi-même ses propres Bitcoins dans un portefeuille sécurisé et aussi de pouvoir faire tourner son propre nœud pour ne pas faire confiance à personne, mais de pouvoir toujours vérifier toutes les transactions. Alors, il y a déjà plusieurs mots que je pense qu'il y a beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Est-ce que tu vas les expliquer pendant la session? Ou quelques-uns pendant la session ou à la fin, oui. Parfait. Impeccable. Donc, moi, je suis Abel Rabérin, diplômé en gestion de fortune et d'une école crypto-monnaie également. Et sans m'attarder plus sur ça, notre vision, quel est l'objectif avec cet événement, avec ces formations, avec ces conférences? C'est très modestement, comme vous pouvez le voir à l'écran, de changer le monde. Donc, tout simplement, on estime que Bitcoin a l'opportunité, c'est un outil parfait pour pouvoir changer le monde. Si on estime que 50% des problèmes du monde sont liés à l'argent, à un problème d'argent, Bitcoin va pouvoir nous aider à résoudre pas mal de ces problèmes-là. Ensuite, pourquoi un business club et pourquoi une formation? L'idée, c'était de pouvoir apporter un complément à ce qui se fait sur la place genevoise et pouvoir être le lieu où les gens puissent venir se former réellement à Bitcoin, aux crypto, les gens qui écoutent, qui entendent parler de crypto pour la première fois. Notre objectif, c'est qu'ils viennent ici et qu'ils puissent avoir les premiers pas dans la crypto, dans le bon sens, on va dire. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. On va parler essentiellement de Bitcoin et vous allez comprendre pourquoi. Donc un business club aussi parce qu'on veut que ce soit un espace où les gens puissent faire du networking, que ce soit pas interdit de venir parler de son entreprise, partager ses cartes de visite, etc. Et on veut également que la scène soit partagée aux membres. Donc à chaque session, il y aura un membre du business club qui pourra venir sur scène nous pitcher ses services, ses entreprises et rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on aura une petite surprise. Donc, le premier membre qui va partager ses services. Ensuite, on va vous inviter à participer beaucoup, à lever la main, à taper dans les mains. Enfin, voilà, on veut que ce soit participatif et n'hésitez pas non plus à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, la session d'aujourd'hui, elle va se partager en 3 moments. Premièrement, une conférence, Bitcoin c'est quoi et pourquoi ça fonctionne. Ensuite, on va faire une pause, on pourra aller boire un petit coup, 5-10 minutes. Et ensuite, l'atelier pratique, donc là, comprendre le fonctionnement de la blockchain. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu mon message dans la journée, mais je vous ai invité à prendre vos ordinateurs pour faire la démonstration que Jean va nous proposer sur comment fonctionne la blockchain, comment suivre les transactions. Et enfin, après l'atelier pratique, on va faire une pause, encore apéro. Tranquillement, on aura Ellie qui va nous apporter de quoi manger également. Et ensuite, on reviendra vers 20h30 ici sur la scène pour la partie quiz. Donc, on aura un quiz, des fractions de Bitcoin à gagner, 4 questions. Restez bien concentrés parce que ce sera des questions sur la session. Dino, il est à fond. Et
on va pouvoir du coup commencer par la petite habitude, c'est on va faire un tour de table. Donc, vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites, si vous avez une entreprise, si vous avez des services, des projets, et également nous dire très rapidement ce qui vous a attiré à venir ce soir. Et pour ceux qui détestent parler en public, vous avez le droit de refuser. Je vais passer le micro. On va pouvoir continuer et on va commencer par une petite vidéo que je vous ai traduite avec l'aide de l'intelligence artificielle et sous-titrée. Donc j'espère que vous allez apprécier. Quand l'argent est facile à gagner, la société commence à se décomposer. Alors, comment faisons-nous de l'argent qui est facile à transporter mais difficile à créer? Eh bien, une solution est le Bitcoin. En 2008, j'en ai eu assez de l'argent gouvernemental, de la corruption, de la manipulation. Alors j'ai créé une monnaie numérique. De l'argent numérique qui peut être envoyé directement d'une personne à une autre, sans qu'aucune banque ou gouvernement ne soit impliqué. Et le meilleur, c'est de l'argent dur. C'est l'argent le plus dur jamais inventé. Il est très difficile de créer plus de Bitcoin. Chaque nouvelle pièce est ajoutée à l'offre seulement après qu'un ordinateur a travaillé très dur pour résoudre un problème mathématique où il n'y a pas de raccourci. Et le résoudre coûte beaucoup d'énergie et de temps. D'accord, mais si c'est sur un ordinateur, ne puis-je pas simplement copier-coller? Hein? Pas avec le Bitcoin. Vous voyez, il y a un registre public de chaque Bitcoin créé. Cela s'appelle la blockchain. C'est comme un puzzle et chaque Bitcoin a sa propre forme unique. Et parce que tout le monde a une copie du registre public, si quelqu'un essaie de falsifier un Bitcoin, il ne s'adaptera pas au puzzle et sera rejeté par le réseau avant que quiconque puisse l'utiliser. Ouf! C'est pourquoi le Bitcoin est si sûr contre les criminels et le gouvernement. Tu as dit criminel 2 fois. Et contrairement aux dollars, qui peuvent être imprimés à l'infini, il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins. Il est presque impossible de l'inflationner. La seule façon de l'obtenir est de le gagner. Ou de l'acheter à quelqu'un qui en a. Sans vouloir vous offenser si vous contrôlez le Bitcoin, ne pourriez-vous pas le manipuler comme le gouvernement? Je ne le contrôle pas. Personne ne le fait. Il est contrôlé par un réseau public d'utilisateurs de Bitcoin que tout le monde peut rejoindre. Donc, si quelqu'un voulait changer quelque chose dans le code de Bitcoin, il devrait obtenir l'accord de la majorité des millions d'utilisateurs de Bitcoin, sinon le changement ne se produit pas. Oh, je ne savais pas que de l'argent inventé pouvait avoir autant de sens. Aujourd'hui, des millions de personnes s'envoient des Bitcoins instantanément et à moindre coût à travers le monde, sans qu'aucune banque ou gouvernement ne soit impliqué. Et parce que le Bitcoin est une monnaie dure que l'on ne peut pas simplement imprimer davantage, plus il y a de gens qui l'utilisent, plus il devient précieux. Émilie, si nous prenons le Bitcoin, nous pourrions être riches. Je pourrais payer mes études universitaires entièrement. Tu pourrais externaliser ton film et payer pour avoir ton nom dans les crédits. Doucement. Je ne dis pas que le Bitcoin vous rendra riche rapidement, ou même du tout. En ce moment, seulement environ 1% du monde possède du Bitcoin. Et parce qu'il est encore en cours d'adoption, certains jours il monte et même descend. De plus, les investissements rentables peuvent être risqués. Je pense que je comprends. Une bonne monnaie devrait être facile à utiliser mais difficile à créer. Et parce que le Bitcoin est numérique, il est rapide et peu coûteux à utiliser et la blockchain rend difficile l'inflation. Merci, Monsieur Satoshi. Quoi? Monsieur Satoshi. Il est parti? Ou a-t-il peut-être jamais été là? Merci beaucoup à Turtle Twins pour les crédits parce que c'est une super vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Cool. Alors, j'ai oublié de dire, je voulais le dire avant la vidéo, mais vous l'avez ici. Donc, à l'écran, je voulais vous montrer les personnages, les différents personnages qui se trouvent dans la vidéo. Le personnage principal qui est au milieu de l'écran, il représente Satoshi Nakamoto, l'inventeur anonyme du Bitcoin. Ensuite, à droite de l'écran, les deux personnages, ils représentent nous, les apprenants, qui poseront des questions à l'inventeur. Et puis, je vous ai mis à gauche le personnage, l'enfant, à un moment donné, il essaye de tricher, il essaye de hacker, il essaye de dépenser plus qu'il n'a. Et donc, j'ai dit qu'il représente les hackers ou les attaquants, ceux qui auraient essayé de tricher sur Bitcoin. Donc, on va pouvoir commencer. Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin, c'est un système de paiement. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il vous permet d'envoyer de l'argent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, avec simplement l'aide d'une connexion Internet et d'une clé. Là, je vous ai affiché une clé Ledger, mais c'est
un portefeuille froid à d'autres entreprises. Et seulement avec ça, vous pouvez échanger de la valeur sans besoin de banque, sans besoin d'intermédiaires financiers. C'est absolument révolutionnaire. Admettons que vous soyez chef d'entreprise, vous voulez refaire votre site internet ou faire votre site internet. Vous avez besoin d'aide d'un développeur. Vous allez choisir par exemple un développeur qui se trouve en Inde, qui est très fort. Eh ben, plutôt que de passer par le système de paiement traditionnel, c'est-à-dire les banques ou les institutions financières, qui pourraient vous prendre, qui vont vous prendre des frais pour effectuer ce paiement, qui vont vous prendre également des frais de change, qui peuvent bloquer votre virement ou votre achat juste par pure décision arbitraire. Et ben là, avec Bitcoin, ça vous permet de payer ce développeur directement sans demander la permission à qui que ce soit. Donc ça, c'est absolument révolutionnaire et c'était l'idée de base, c'était la philosophie de l'inventeur du Bitcoin. Selon lui, Bitcoin devait devenir, et selon lui toujours, Bitcoin doit être une monnaie. Donc, vous allez retenir ça parce que je vais le mettre en comparaison d'une autre philosophie de Bitcoin plus tard. C'était notamment le thème de la première session de formation, d'expliquer les différences entre Bitcoin et les monnaies traditionnelles. Et on a pris notamment l'exemple du franc suisse parce que l'on est en Suisse. Levez la main qui pense que le franc suisse est une monnaie qui est forte. Alors, le franc suisse, je l'ai mis en comparaison lors de la première session, le franc suisse perd 90% de sa valeur en 100 ans. Et ça, c'est censé être une des meilleures monnaies au monde. Donc, on a vu pour quelles raisons le franc suisse est une mauvaise monnaie et pourquoi les monnaies traditionnelles sont des mauvaises monnaies. Et l'élément majeur qu'on a repéré, c'est que elles sont illimitées. Il n'y a pas réellement de choses qui leur empêchent d'en imprimer plus, d'en imprimer davantage. Donc, c'est vraiment sur la valeur de rareté qu'on a insisté sur la première session. Donc, déjà sur la notion d'inflation, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que les banques centrales impriment plus d'argent, vous perdez de la valeur. L'argent que vous avez en banque perd de la valeur chaque année à force de ces banquiers centraux qui impriment sans cesse. Et en Suisse, vous avez l'habitude de voter pour un oui, pour un non. C'est très participatif, c'est super beau. Ils vous font même voter pour le changement de la taille des autoroutes, par exemple, si je ne m'abuse. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été invité à voter pour le rythme d'impression monétaire ou la quantité que la BNS peut imprimer par année? Personne. Il me semble pas. Pourtant, selon moi, c'est un des sujets, voire le sujet le plus important. Tout le monde, je pense ici, est un fervent défenseur des libertés fondamentales, liberté de penser, liberté de s'exprimer, etc. Mais ma théorie, et la théorie de beaucoup de ces gens qui comprennent le Bitcoin, c'est que sans la première liberté qui est la liberté de transacter, toutes les autres n'existent pas réellement. Donc c'est en ce sens que Bitcoin est une révolution monétaire. Ensuite, on veut également, surtout pour ceux qui arrivent pour la première fois dans cet univers des crypto-monnaies, comprendre quelle est la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Parce qu'il y en a plein d'autres des crypto-monnaies. Mais elles ne se valent pas toutes. Pour quelle raison? Notamment pour cette raison de quantité. La quantité et la rareté est extrêmement important. Je vous le glisse ici, mais Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Il n'y en aura jamais plus, limité par le code, limité par l'énergie, on le verra plus tard. Les autres crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin ne sont pas limitées. Elles peuvent être créées en illimité, un peu comme les monnaies fiat. Donc fiat, c'est un terme. Levez la main si vous connaissez le terme fiat. Ok, donc fiat, ça trouve son étymologie en Grèce et ça veut dire par décret. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est créée juste parce que les politiciens décident qu'on en imprime plus. Donc c'est ça le monde fiat ou les monnaies fiat. C'est par décret, par décision. Alors que Bitcoin, vous verrez, c'est par le code et par les règles. Donc les autres crypto-monnaies devraient être catégorisées à l'extérieur, vraiment
différencier de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a Bitcoin d'un côté et il y a les crypto-monnaies et le monde fiat de l'autre. Pour établir une comparaison importante, c'est celle avec la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde, Ethereum. Ethereum, faut savoir qu'ils ont, à leur création, les fondateurs se sont distribués entre eux 70% de la supply. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les crypto-monnaies, ça ils ne le savent pas par exemple. Donc c'est absolument immoral. Sur Bitcoin, comme je vous l'ai dit, la supply, la quantité est fixe et limitée. Donc la phrase que j'aime à noter, c'est « Une monnaie illimitée apporte la pauvreté à son détenteur ». Donc si, pour vous les investisseurs, vous épargnez en monnaie traditionnelle, en francs suisses, en euros, vous devenez plus pauvre jour après jour. C'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, est-ce que vous comprenez que le fait que Bitcoin soit rare, ça lui fait augmenter sa valeur en termes de prix? Parfait. On va donc voir comment ça se répercute dans le prix. Là, je vous ai mis un graphique du prix de Bitcoin à travers le temps. Donc, tout simplement, un Bitcoin, en 2012, vous pouviez avoir un Bitcoin pour 25 francs, puis ensuite, en 2015 pour 1000 francs, puis ensuite, en 2019-2020 pour 20 000 francs, et en 2023 pour 63 000 francs. Et aujourd'hui, le prix de Bitcoin avoisine les 75, 80 000 francs. Moi, je voulais vous donner ça pour vraiment comprendre comment ça se matérialise dans le monde réel. Une entreprise qui décide de mettre sa stratégie et sa trésorerie en Bitcoin plutôt qu'en monnaie traditionnelle, en dollars, en francs suisses, etc. Comment ça se répercute? On a l'exemple avec MicroStrategy qui en 2020 décide de mettre sa trésorerie en Bitcoin. Résultat final, plus 360% de performance sur 5 ans. Ensuite, ils ont offert ce blueprint, cette stratégie, ce protocole à d'autres entreprises qui étaient intéressées. Ils ont expliqué notamment au CEO de Metaplanet au Japon cette stratégie. Et qu'est-ce qui se passe pour Metaplanet depuis? Ça devient le stock le plus tradé et l'entreprise la plus performante de la bourse japonaise. Ensuite, comment Bitcoin peut changer un pays qui adopte le Bitcoin? Le Salvador, qui était le pays le plus dangereux au monde, avec le taux de criminalité le plus élevé au monde, devient le pays le plus paisible de l'Amérique centrale. En seulement quelques années, et ça, c'est absolument fantastique. Donc là, je vous ai expliqué comment ça se répercute pour un pays, pour une entreprise, et maintenant pour un particulier, pour une personne lambda, comment sa vie peut changer avec Bitcoin. Là, j'aime donner cet exemple d'une infirmière suisse qui gagne 4 000 francs par mois, décide en 2017 d'investir 400 francs par mois en Bitcoin. Donc, au total, de 2017 à 2025, à janvier 2025, elle aura investi 39 200 francs. Elle aura accumulé 5 Bitcoins. Elle aura une valeur de portefeuille finale de 602 200 francs et donc une plus-value de plus de 1300%. Donc une plus-value là qui s'affiche à 563 000 francs. Et ça paraît trop simple pour être vrai. Levez la main si vous trouvez ça simple. Elle a juste acheté du Bitcoin, elle a rien fait d'autre. Ok. Donc ça, c'est une stratégie qui paraît extrêmement simple, mais c'est la meilleure stratégie au monde. C'est une stratégie qui va battre tous les fonds d'investissement, les banques, les gestionnaires actifs. C'est le DCA, Dollar Cost Average. C'est investir une petite somme chaque mois en Bitcoin. Donc ici, je vous ai dit, on va voir comment ça se répercute dans le prix. Donc là, on a la phrase qui est à l'opposé de tout à l'heure, parce que là, on a une monnaie limitée avec Bitcoin qui apporte la richesse à son détenteur. Donc ici, on va voir la différence avec les autres classes d'actifs, donc Bitcoin en termes d'investissement. Je sais que pour certains Bitcoiners, ça fait grincer des dents, cette phrase, mais c'est ce que je vous ai dit au début de la conférence. L'inventeur de Bitcoin avait cette philosophie que Bitcoin devienne monnaie.
mais Alphine, le premier utilisateur de Bitcoin, le premier à avoir reçu une transaction en Bitcoin, lui, sa philosophie, il avait compris à l'époque, il voyait déjà que Bitcoin serait utilisé, déjà dans un premier temps d'adoption en tout cas, comme une réserve de valeur ou un investissement, un moyen d'épargner. Donc voilà encore une seconde définition du Bitcoin. Bitcoin vous permet d'épargner, d'investir. Donc là, je vous ai mis un tableau qui a été créé par BlackRock, une des plus grosses institutions financières au monde, donc normalement l'ennemi numéro 1 du Bitcoin. Eh ben, il nous offre ce tableau en montrant la performance annuelle de tous les actifs financiers. Oui, bien sûr. Si on croit ton tableau donc issu de BlackRock, on constate qu'en 14, 18, 22, il y a eu une performance négative. Est-ce que tu penses que 2026, c'est le prochain bear market? Tous les 4 ans, là. C'est normalement tous les 4 ans, ça devrait arriver, mais je suis plus persuadé, je l'ai jamais été réellement en fait, que les cycles vont toujours suivre exactement la même tendance. Il y aura peut-être un décalage parce que en fait la notion de prix et de valeur du Bitcoin, je trouve qu'elle est très compliquée et encore plus depuis que les géants de la finance sont rentrés. Donc si on regarde ce que les gens comme BlackRock avec la création des ETF, il faut savoir que les ETF, ça a été l'ETF le plus performant de l'histoire. Ils achètent des milliards par semaine et pourtant le prix de Bitcoin, il n'est pas à 300 000 francs. Donc je trouve que j'ai pas les compétences pour savoir exactement si ça va se répercuter exactement de la même manière. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est qu'en comparant Bitcoin avec les actions américaines, les obligations, l'or et les autres actifs, Bitcoin est l'actif le plus performant chaque année depuis plus de 10 ans. Donc Bitcoin, tout simplement, en performance cumulée, 315 000%. Ce que ça veut dire, que Bitcoin, depuis 2013, c'est 124% de performance annuelle moyenne. Alors, bien entendu, comme vous avez vu dans l'exemple précédent, ceux qui investissent plus tôt vont profiter d'une performance plus élevée, bien évidemment. Si vous commencez aujourd'hui, vous allez bénéficier encore des performances de Bitcoin. Si on avance dans le temps à 10, 20, 30 ans, bien évidemment, la performance va diminuer au cycle de l'adoption. Donc, il y a vraiment ça à retenir. Le temps est extrêmement important également. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit résumé en revoyant notamment les différentes slides. Donc ici, première slide, on a vu... je vais vous demander d'ailleurs. Qui veut essayer de répondre? Jean, est-ce que tu peux passer le micro? La première définition de Bitcoin, c'est quoi? Je me lance. Bitcoin serait donc une monnaie qui réussit à se départir de toutes les institutions étatiques et actuellement en vigueur qui peuvent justement avoir une forme de contrôle sur notre argent pour que justement on puisse récupérer une forme de souveraineté, d'autonomie et d'indépendance dans ce que tu as dit de la transactionnalité qui est un élément extrêmement important pour réussir à récupérer une forme de souveraineté financière. Exactement, parfait, c'est nickel. Merci. Ensuite, on a vu... Oui, on peut applaudir. C'est mon meilleur élève pour l'instant. Depuis plus d'1 an, on se suit mutuellement. Ensuite, on a vu Bitcoin et la différence avec la monnaie et les autres crypto-monnaies. Et là, ce que je vais vous demander à quelqu'un de répondre, c'est quelle est la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies? Les autres monnaies, elles sont contrôlées par les banques centrales qui les impriment comme elles veulent, alors que Bitcoin est limité à 21 millions, enfin environ. Et on a le halving qui réduit la quantité des récompenses aux mineurs limité à 100 environ. Magnifique. On part déjà dans du technique. C'est pas cette session parce que sinon on va embrouiller tout le monde. Mais oui, c'est la notion de rareté qui est fondamentalement différente avec les autres crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles. Merci beaucoup. Ensuite, on a vu le prix de Bitcoin et comment ça se répercutait, notamment quand un pays achète du Bitcoin, il peut réellement sauver sa population. Comment une entreprise qui est en difficulté, MicroStrategy, en 2019, ils font même pas 1% de performance annuelle. Donc,
Bitcoin a sauvé MicroStrategy, a sauvé Michael Saylor pour ceux qui le connaissent. Et ensuite, on a vu comment Bitcoin peut sauver l'épargne d'un épargnant, d'un investisseur lambda. Pas besoin de connaissances en trading ou en je ne sais quoi, pas besoin de stratégie exceptionnelle. Comme on a vu, vous avez tous levé la main, cas très simple, juste acheter du Bitcoin tous les mois. Et donc ensuite, on a vu la différence avec les autres classes d'actifs. Donc Bitcoin étant le meilleur investissement au monde depuis plus de 10 ans. Et ce que je vous propose, c'est de comprendre comment ça se fait que Bitcoin a autant de valeur. Et c'est là que je vais vous proposer de prendre une petite pause et je vous invite à vous diriger vers l'apéro. On prend 10 minutes. Merci pour votre attention. 1, 2, 1, 2. On va pouvoir continuer. Je vous invite à vous réinstaller. On va se balader sur certains sites. Du coup, je vous inviterai à scanner le code QR au-dessus là. Pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, mais je pense que tout le monde va y arriver, sur Blockchain Demo, et c'est le site Anders Brownworth. Alors, c'est le premier onglet, la H. L'onglet H. Alors, pour bien comprendre la blockchain, il y a plusieurs éléments qui la composent. Et un des premiers éléments qu'il faut comprendre, c'est le H. Donc, ce site, ça va permettre étape par étape de suivre et de mieux comprendre. Donc, le H, là, c'est un algorithme, c'est le SHA-256. Et en fait, c'est une empreinte avec un tas de nombres aléatoires, a priori. Mais en fait, cette empreinte, elle va changer en fonction des données qu'on va taper. Donc, si ici, j'écris... Alors, attendez. Voilà, on voit qu'à chaque caractère entré, on a une empreinte différente. Et en fait, à chaque fois qu'on va mettre exactement le même texte de données en entrée, on aura toujours la même exacte empreinte en sortie. Et en fait, depuis les débuts de l'informatique, l'empreinte, ça a été utilisé pour certifier des données. Alors, est-ce que vous avez une idée dans quel cas ça peut être très pratique d'avoir une empreinte de données? Mais en fait, par exemple, à l'époque, il y avait les disquettes, les CD-ROM, les DVD, des supports qui étaient plutôt fragiles, et si on pouvait manipuler, on pouvait avoir des secteurs défectueux. Et si on faisait une copie de fichier, pour vérifier que le fichier était identique à celui de l'ordi sur la disquette, par exemple, plutôt que de comparer octet par octet l'intégralité du fichier qui pouvait prendre un certain temps, on calcule l'empreinte des deux côtés. C'est un traitement assez rapide. Et du coup, si on a la même empreinte, c'est que le fichier n'a pas été corrompu. Donc, je ne sais pas si vous pensez à faire des sauvegardes de tous vos documents sur un disque dur externe, sur une clé USB. Il y a des programmes, plutôt que de comparer fichier par fichier, si vous avez des gigas de photos ou des gigas de documents Word, etc., plutôt que de faire ça, ça prend un certain temps. C'est juste que si moi je tape sur le terrain, exactement sur... Oui. Vas-y, tu peux me regarder si ça commence par 2 CF sur le Bien sûr, vous pouvez faire le test et noter l'autre dans la caisse d'attache. Ok. Attention, c'est juste ça. Cela, ça change. On va vérifier avec une majuscule. Alors oui, si tu me mets un message majuscule, ça ne sera pas un minuscule. Si tu as H majuscule, ça commence par 185, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Donc, on peut être d'accord que, maintenant, si je mets un texte à la virgule 13, je le transmets, vous le mettez aussi de votre côté, on va calculer, on va trouver normalement le même empreinte, le même H. Donc, c'est ça qui permet de certifier que l'envoi de la transmission de données, elle soit fiable. Et est-ce que vous avez une idée, par exemple, pour télécharger un programme sur Internet, un programme qui peut être assez sensible, en l'occurrence, ça peut être un programme de notre wallet, du portefeuille Bitcoin. Si vous le téléchargez pour être sûr que c'est la bonne version, vous calculez l'empreinte quand vous l'avez téléchargé, et le site peut aussi vous donner l'empreinte sur le site officiel du téléchargé. Et vous comparez, si c'est le même, c'est trompé pour votre données, vous avez la bonne version. Si vous retrouvez un carrage différent, vous dites, il vaut mieux que je refasse le téléchargement pour être sûr. Peut-être qu'il y a une version
Ça vient pas si con. Jusque-là, ça va, c'est simple. Hein. Oui. Je veux bien rappeler ce qu'il fallait mettre dans certains. Alors dans Voir data, si c'est quelque chose de faux ou c'est ce qui est pas. non, c'est pas que c'est faux valide, c'est que si moi j'écris quelque chose et toi tu mets la même chose de ton côté, on retrouve exactement le même H. C'est jusque-là. Après, vous avez dit pour vérifier. Oui. Pour vérifier si par exemple, alors, je sais pas, un exemple, un programme que vous téléchargeriez sur Internet, ça serait quoi? Un programme important. C'est sûr que... Moi, je suis même pas un musicien, mais un porte-piquet. Ouais, alors c'est... Oui, mais il n'y a pas tout, ouais. Ça marche pas avec tous parce que tous les éditeurs ne donnent pas forcément l'empreinte, le H. J'essaie d'en avoir un en tête, là. Bon, il y en a un, c'est par exemple, si vous téléchargez les versions les distributions Linux, vous aurez toujours l'empreinte. Par exemple, voilà, si là je vais télécharger Linux Mint, hein, c'est un exemple. Vas-y, fais. Super. On arrive sur les informations de téléchargement. Alors ils disent toujours vérifier votre image. Donc vérifier, en fait, il va donner l'empreinte. Voilà. Ici, il donne le SHA-256, qui est l'empreinte du fichier ISO, pour vérifier l'intégrité du fichier. Alors, on va juste vérifier qu'on puisse l'avoir à l'écran. Bah, en fait, oui, voilà, il la donne ici. Le fichier fait 2.7 Go et ça, c'est l'empreinte. Donc, si vous le téléchargez, vous devez retrouver exactement, ça doit commencer par 7A04. Si ça commence par autre chose, le téléchargement est échoué, le fichier est corrompu. Il vaut mieux recommencer plutôt que d'installer... Je pense que c'est bien de préciser que la première fois qu'on fait une démo blockchain, ou la première fois qu'on entend ces explications-là, ça peut être un peu déroutant. On va essayer de faire des pauses. Moi, j'ai la diapositive en même temps que vous allez pouvoir regarder. Et au moins, voilà, c'est bien de le préciser. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre d'un coup, mais accrochez-vous un maximum parce que vous allez avoir l'essentiel. Vas-y, du coup, tu peux enchaîner sur... Ouais. Donc du coup, je vous invite à regarder la slide au-dessus. Donc là, il y a deux éléments à comprendre. Le premier élément, et tu me dis si je me trompe, c'est que le H, c'est une empreinte numérique. Une empreinte, vous prenez par exemple une empreinte digitale, il n'y en a qu'une, il ne peut pas en avoir deux. Il n'y a que moi dans le monde qui a cette empreinte digitale-là. Et dans le protocole Bitcoin, la fonction de hachage qui est utilisée, c'est la fonction SHA-256. C'est une des fonctions de hachage les plus robustes au monde. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, je vous ai mis, pour ceux qui l'ont jamais vu, qu'est-ce que c'est qu'un mineur de Bitcoin? À quoi ça ressemble un mineur de Bitcoin? Ben, je vous l'ai mis à l'image. Un mineur de Bitcoin, c'est tout simplement du matériel informatique, un ordinateur comme ça, qui est conçu seulement pour miner du Bitcoin, spécifiquement pour miner du Bitcoin. Et on verra plus tard que ces mineurs-là, ils ont un rôle absolument essentiel dans le protocole Bitcoin, dans Bitcoin, parce qu'ils vont être là pour valider les blocs et pour sécuriser la blockchain et sécuriser Bitcoin. Donc, vous, en tant qu'investisseur, moi j'aime bien avoir cette image en tête, c'est que ces mineurs de Bitcoin-là, il faut les voir comme des gardiens de la sécurité de vos Bitcoins. Plus il y a de mineurs, plus il y a d'énergie utilisée, plus vos Bitcoins sont sécurisés. Alors du coup, l'élément suivant qu'on va voir, c'est le bloc qui compose la blockchain. Donc il est composé du numéro du bloc. Ici, on a un exemple avec le premier bloc. Un nonce, c'est un numéro aléatoire, on va y revenir. Et on retrouve les données et le hash. Mais par contre, le hash, on voit qu'il est un peu particulier. Là, il commence par 4 zéros et seulement après, c'est un peu aléatoire. Donc en fait, à votre avis, que va-t-il se passer si je change le texte? Voilà, effectivement, on a le H déjà à l'empreinte qui change, mais par contre, le fond, il est devenu rouge au lieu de vert comme ici. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, là, la particularité, c'est que arbitrairement, il commence par 4-0, on va dire que le bloc a été signé. Mais, attends. Et en fait, là, vu qu'il est plus valide, si je veux qu'il soit à nouveau valide, en fait, il faudrait que je trouve le nonce. Donc ça, c'est un numéro
c'est-à-dire number only used once. C'est un numéro pas aléatoire, mais qui va nous permettre en fait, avec la combinaison, par exemple, il faut trouver un numéro qui fait que le hash va commencer par 4-0 avec le texte hello qu'on vient d'entrer. Donc c'est facile, hein, vous allez me dire. On essaye, on met 1. Non, ça commence pas par 4-0. 2, toujours pas. 4, 5, 6. Vous comprenez l'idée, je pourrais passer toute la journée à chercher. En fait, on voit qu'on a un petit bouton mine. On va miner le bloc. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Exact. Voilà, il va calculer quel est le nonce qui fait que le hash commence par 4-0. Et là, on va dire notre bloc, il est valide. C'est bon. Et qu'il est valide. Ah ouais. C'est le processus du minage. En fait, c'est dans le protocole Bitcoin. Il faut qu'il y a, pour qu'il y ait une difficulté de bloc, c'est le calcul informatique que le mineur doit faire. Et cette difficulté va changer. Mais après, on va rentrer dans d'autres détails. Mais c'est juste pour comprendre, en fait, que ça va sécuriser le bloc. Toutes les 10 minutes dans le protocole Bitcoin, un bloc est miné. Et le rôle des mineurs, justement, c'est d'être en compétition, en concurrence, pour avoir le droit de miner ce fameux bloc les 10 prochaines minutes et pouvoir avoir en récompense des Bitcoins. Donc ça, on va pas le voir dans cette session. Pour l'instant, on est vraiment dans blockchain, comment ça fonctionne. C'est ça. Et du coup, on passe à la blockchain. Et là, on va voir en fait comment sont assemblés les blocs. Donc, on retrouve ce qu'on avait vu avant. Et là, dans ce cas-là, dans cet exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs. La particularité, c'est que maintenant, en plus, on a un autre hash. Donc, c'est le hash précédent. Donc, vous voyez ici, 0, les 4 0 avec AE8. En fait, on les retrouve ici. Donc, c'est l'empreinte du bloc précédent. Pareil ici, on le retrouve le même nombre juste ici. 0, 0B, 90, 15, etc. Mais du coup, le premier bloc, en fait, on a mis arbitrairement des zéros parce qu'il fallait bien commencer quelque part. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'en fait, tous les blocs se suivent et en fait, ils sont assemblés en fait par le hash du bloc précédent. Mais si maintenant, on revient là et on écrit dans le bloc 5. Donc vous voyez, on a toujours l'empreinte qui change et le bloc qui est plus valide. Bon, c'est pas grave, on va dire, on peut le reminer. Et comme ça, on a H qui recommence bien avec 4-0. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on change le bloc 3? Du coup, ça casse le bloc 4 et ça casse le bloc 5. Donc, tous les blocs après ne sont plus valides. Seuls les blocs d'avant restent en vert et restent valides. Du coup, là, ça va nous obliger à reminer ce bloc, le 3, puis le 4, le suivant. Là, c'était rapide. Et le suivant. Donc, en fait, ça peut prendre du temps. Et plus les blocs passent, plus le temps passe. Donc, plus il va être difficile de reminer en fait les différents blocs. Ça fait que la blockchain, elle est résistante au changement. Parfait. Merci Jean. Là, j'aimerais vous donner une traduction française de la blockchain. C'est une chaîne de blocs. Donc, comme on a vu dans le dessin animé, je sais pas si vous vous rappelez au début, il y a eu un dessin animé. Quand l'inventeur du Bitcoin, il nous parle de la blockchain, il la matérialise de cette manière. Donc une chaîne de blocs allant de gauche à droite. Ce qu'il faut retenir ici de ce que nous a dit Jean, c'est que le hash, il nous permet de relier les blocs entre eux. Donc vous pourrez imaginer que c'est la chaîne de blocs. Et moi j'ai envie de vous prendre une métaphore avec un livre. Donc là vous avez un livre. On parle souvent que Bitcoin, la blockchain Bitcoin, c'est comme un livre comptable. Qu'est-ce que permet de faire la blockchain Bitcoin? C'est juste d'enregistrer les transactions qui ont été effectuées. Donc, si la blockchain Bitcoin est un livre comptable, les pages de ce livre seraient des blocs. Chaque page correspond à un bloc.
Et à la fin de chaque page, on aurait un hash, donc une empreinte unique qui serait, par exemple, à la fin de cette page-là et qui serait au début de la page suivante. C'est grâce au hash qu'on a ce lien entre les blocs. Et ce qu'il vous a montré avec le fait que ce soit impossible de changer les données, les informations qu'il y a dans les blocs, c'est grâce à l'énergie qui est utilisée et qui est demandée par les mineurs pour sécuriser la blockchain. Ils doivent utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, et c'est pas un défaut, mais c'est bien évidemment l'inverse. C'est la qualité première de Bitcoin, notamment avec les autres crypto-monnaies, c'est qu'il demanderait trop d'énergie de pouvoir aller dans les blocs précédents et pouvoir faire une modification. Il y a personne qui a l'énergie suffisante pour pouvoir faire ça. Et la différence avec, par exemple, les autres crypto-monnaies, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Ethereum. Ethereum n'utilise pas cette preuve de travail qui requiert beaucoup d'énergie. Ils sont preuve d'enjeu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ils peuvent retourner en arrière dans les blocs précédents et eux, ils peuvent changer notamment des informations et des données. Donc ça, c'est une information. Ouais. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait par le passé. Du coup, en fait, comment savoir si ma blockchain a été modifiée ou si elle est authentique? Donc, c'est là qu'on voit l'onglet distribué ou décentralisé. Je suis juste à me demander, donc en gros, il va y avoir des transactions qui vont être opérées au fur et à mesure du temps. Oui, on y arrive. Ah, C'est juste à la fin, ouais. Ton cerveau va Mais trop vite, Dylan. voilà, garde ta question, peut-être Je l'anticipe. on va y répondre, sinon tu reposes, pas de souci. Du coup, voilà, on arrive à la partie distribuée où ici, on a toujours notre blockchain avec nos 5 petits blocs. Pour le participant A, mais si on descend, on voit qu'on a un participant B et un participant C, donc eux aussi, ils ont un nœud qui font tourner avec la même copie de la blockchain. Donc, on va aller juste au bloc 5. Voilà. Donc, si maintenant je viens ici dans le bloc 4 du participant B, je vais modifier la blockchain. Je mets des données. Bah, du coup, on voit que le hash il change, le bloc n'est plus valide. Donc, bah, vous allez me dire, c'est pas grave, on va juste le reminer. On recalcule notre hash, on a nos 4 zéros, le bloc est vert, c'est tout bon. On fait pareil pour le dernier bloc. Du coup, là, on a hash qui commence par 00E68. Mais on voit qu'au-dessus, c'est E4B et en dessous, E4B. Il y a un petit souci, hein. C'est 2 contre 1. On voit tout de suite d'un coup d'œil que c'est pas le même hash, même s'il commence bien par les 4 zéros. Donc en fait, une blockchain qui est décentralisée, elle possède de nombreux nœuds sur le réseau, avec des copies qui tournent sur les ordinateurs différents. Et on peut rapidement comparer que les blocs soient identiques, simplement en prenant le dernier bloc, on regarde le hash et on le compare avec les différentes blockchains pour voir si c'est le même ou si quelque chose a été modifié dans le passé. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à regarder la diapo au-dessus. Et une info très importante, c'est que Bitcoin, c'est l'actif le plus dur à produire, le plus rare à obtenir et le plus sécurisé car il repose sur le protocole le plus sécurisé au monde. Là, on vous parle de la blockchain de manière publique. Qu'est-ce que ça veut dire blockchain publique? Ça veut dire que tout le monde a accès en temps réel à la blockchain Bitcoin. Et j'aimerais bien que on leur fasse aller sur le site mempool.space. Donc si vous pouvez ouvrir un autre onglet, merci Seth, et allez vous rendre sur mempool.space. Ah merci. MEM, ouais. mempool.space S-P-A-S-E-C-E. Normalement, ça devrait être un des premiers liens. Tu trouves, Victor? Cool. Trouvé. Ok, vous êtes tous dessus? Parfait.
Donc là, vous avez l'opportunité immense de pouvoir voir en temps réel ce qui se passe sur Bitcoin. Et là où il y a la souris de Jean, ça c'est un bloc. Ça c'est un bloc Bitcoin. Je vais dessus. Si tu veux. Alors j'en profite pour l'occasion. Si on le regarde, on voit qu'on a le hash, là, il nous le donne. Ah, parfait. Et si on le copie, on va juste l'ouvrir. Et on voit qu'il commence par un certain nombre de zéros, donc il y en a un peu plus que les 4 qu'on avait dans notre exemple. C'est parce que plus on augmente les zéros, plus la difficulté de calculer, de miner, ça va prendre du temps en fait. Voilà. Et après on peut glisser, on peut revenir en arrière et voir tous les blocs dans le passé. Ou on peut en chercher un directement, quoi. Parfait. Merci. Et donc là, on a touché également, tu peux revenir sur le... Okay. On a touché aussi avec Jean à la notion de décentraliser. Donc, ce mot de décentralisation, dans l'univers des crypto-monnaies, vous allez l'entendre à tort et à travers dans tous les sens. Jusqu'à qu'aujourd'hui, pour moi, la décentralisation, c'est un buzzword. Donc, c'est un mot, ça ne veut plus rien dire parce que tout le monde l'utilise. Ici, dans le cas de Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que la possibilité d'avoir une copie de la blockchain entière est extrêmement simple. Donc, je vous ai mis à l'image, en bas à gauche, à quoi ressemble un nœud Bitcoin. Un nœud Bitcoin, c'est tout simplement un petit matériel informatique, plug and play à moins de 200 francs. Jean m'a même appris qu'on peut faire tourner un nœud Bitcoin, c'est-à-dire une copie de toutes les transactions qui ont été effectuées depuis le début de Bitcoin, avec du matériel... sur un ordinateur d'occasion même. Voilà, donc même pour 0 euros, 0 francs. C'est hyper important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à la décentralisation de Bitcoin. Et je vous ai mis en haut à droite la cartographie des nœuds Bitcoin visibles à travers le monde. Il y en a plus de 20 000 qui sont enregistrés. Je dis bien enregistrés parce que, notamment dans ce monde-là de Bitcoin, les Bitcoiners ont tendance, pas comme moi apparemment, à protéger leur vie privée, à pas être des personnes publiques et à pas vouloir que leurs nœuds se retrouvent visibles. Donc, on peut estimer qu'il y en a beaucoup plus de 20 000 dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur la cartographie, c'est des personnes qui ont une copie de toutes les transactions. Et donc, ça permet la décentralisation du Bitcoin. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, notamment sur le nœud, sachant pendant la formation, nous, on va vous inviter toujours à faire tourner votre nœud Bitcoin et on vous apprendra comment. Parce que Bitcoin, c'est bien joli, plus de 124% de performance annuelle, etc. Mais Bitcoin fonctionne s'il reste sécurisé et décentralisé. Sécurisé, ça veut dire, bon, les mineurs, vous l'avez vu, mais également vous, avoir vos Bitcoins sécurisés, c'est-à-dire en self-custody, portefeuille froid et idéalement favoriser la décentralisation avec un nœud Bitcoin. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on continue? Vous pouvez lever la main si vous voulez continuer. Accrochez-vous. Ma question, merci. Ma question n'y a pas répondu en fait, malgré que les informations que vous avez données sont intéressantes. Mais ce que je me demande, c'est, déjà si je comprends bien, c'est que si on veut pirater le truc, il faut pirater tout le système d'un coup et vite. En fait, il faudrait que ta copie de la blockchain, tu arrives à la mettre sur plus de la moitié de tous ceux qui ont des nœuds. Et moi, je dirais non. J'ai un nœud Bitcoin. La transaction frauduleuse que tu essaies de faire, moi, je la refuse. Ok. Et comme ça, on bloque justement une tentative. Voilà. C'est ça. Maintenant, moi, c'était plus élémentaire ce que j'avais demandé. C'était, il y a des transactions qui vont être effectuées au fur et à mesure. Mais au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, je sais pas, c'est comment qu'on décide qu'on passe d'un bloc à un autre. C'est quand qu'on dit la page, elle est terminée. Et puis là, je vais mettre un H. C'est à peu près toutes les 10 minutes. Ok. C'est entre 8 et 12 minutes. Je vous pose cette question parce que quand je regarde l'écran là, je vois quatre blocs. Et en fait, c'est quelque chose qui change. On a écrit Plus proche quand tu parles. 1741, 1746, 47 transactions. En fait, c'est un numéro qui change continuellement. Puis après, dans le bloc d'avant, c'est aussi ce qui se passe. Et là, il y a des blocs qui s'allument. Je comprends pas
ce que ça a à faire avec juste, est-ce que c'est... Ouais, alors c'est pas lié. En fait, là, c'est juste la partie où on explique comment les blocs sont liés entre eux. Mais c'est vraiment un exemple très simple pour comprendre le fonctionnement. Et après, ce que tu dis, c'est vrai que là, c'est trop simplifié. On va pas dans tous les détails. Et du coup, ta question... C'est le niveau expert. Ce sera la formation du dessus. sera... Mais c'est bien, c'est parfait. Mais on pourra y répondre à la fin, oui. Du coup, on va passer aux jetons, les tokens. Et là... excuse-moi, j'ai oublié juste un aspect. Ouais. Donc, je vous ai dit, tout le monde peut avoir un nœud Bitcoin et on vous invite encore une fois à le faire. À la différence, pour devenir un nœud sur Ethereum, donc encore une fois, je prends la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Pour devenir un nœud Ethereum, il faut 32 Ethers, soit, quand j'avais regardé le cours, à peu près 50 000 francs. Donc, vous voyez bien que là, il y a une limite à la décentralisation et c'est réservé qu'à une certaine élite financière, on va dire. Je te laisse poursuivre. Voilà, du coup, on va passer aux tokens, les jetons. Et là, en fait, on voit que dans notre bloc, maintenant, on a remplacé les données Hello et du texte par des transactions. Par exemple, Arnaud, il a donné 25 bitcoins à Marcus. Vincent, il a donné 4,27 bitcoins à Dino. Et ainsi de suite, vous comprenez l'idée. C'est vraiment pour tracer les transactions qui se passent entre personnes. Et dans les blocs, on peut en avoir peu, beaucoup ou pas du tout, peu importe. Et en fait, plus bas, on a aussi les autres participants qui ont la même copie de la blockchain. Donc toujours avec là, on a un exemple avec 5 blocs. Donc on va arriver au 5e bloc là. Là aussi. Bon, du coup, vous avez peut-être une version un peu différente parce que moi, sur le site, je l'ai refaite un petit peu pour l'adapter aujourd'hui à la soirée. Voilà, du coup, si maintenant je vais changer le bloc numéro 4, par exemple, ici, Arnaud, il en a pas reçu assez, on va rajouter un 0. Donc, on voit que le hash a changé, le bloc n'est plus valide, donc on le remine, ok. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, il a trouvé nos 4 0. On remine le bloc 5 aussi. Et voilà, mais là, on voit tout de suite que le hash ici est différent du hash des autres blockchains, comme tout à l'heure. Et donc, pour une blockchain, c'est important de pouvoir faire le suivi. Donc c'est là tout l'intérêt qu'il y a, c'est de pouvoir voir les traces dans le temps, parce que quand il s'agit d'argent, on veut pas qu'il y ait que ce soit faillible, quoi. Donc c'est vraiment pour se rappeler de ces traces dans le temps. Parfait. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le token qui est utilisé sur la blockchain Bitcoin, ce sont des Bitcoins. C'est la crypto-monnaie qui est sur Bitcoin, et que la blockchain, la chaîne de blocs, est en fait un moyen, un registre de toutes les transactions et des mouvements qui s'y passent. Ok, donc juste là, pour revenir au bloc 1, on voit par exemple que Arnaud a 25 bitcoins qui donne à Marcus, mais on ne sait pas vraiment s'il a s'il possède les 25 bitcoins. Donc, dans cette version de la blockchain, on n'a pas la balance initiale. Donc, c'est pour ça qu'on va passer à la partie Coinbase. Et Coinbase, en fait, ça veut dire, c'est la transaction de base. Donc, en fait, c'est un peu toujours similaire, sauf que ici, la première transaction, en fait, il n'y a pas de transaction. C'est juste, par exemple, Alfinet, il a reçu 50 bitcoins du minage dans le premier bloc. Et du coup, deuxième bloc, autre transaction, il reçoit à nouveau 50 bitcoins une deuxième fois. Et après, il en donne 10 à Oksana, 20 à François, 15 à Sébastien, 15 à Marcus, et ainsi de suite. Et on a toujours les 5 différents blocs. Que les participants, ils ont aussi la même copie de la blockchain. Parce que si on regarde le dernier hash ici, voilà, on voit bien que c'est le même, donc tout va bien. Et le dernier, est-ce qu'il a la même copie aussi? On vérifie le hash, tout va bien. Donc si maintenant là encore je reviens et par exemple, Dino il n'en a pas reçu assez, je m'étais trompé. On lui est 40 bitcoins, voilà. On mine le bloc.
Et là, on remine. On voit de nouveau que le hash n'est pas le même. On connaît la seule version de la blockchain à avoir ce hash, alors que les autres ne sont pas en accord. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que ça permet de résister aux tentatives de fraude. Et c'est pour voir les accords qui ont lieu dans le passé. Et ça permet que la blockchain elle soit immuable dans le temps. Et en fait, on pourrait aussi imaginer d'autres cas d'usage, c'est d'inscrire des données historiques dans la blockchain qui seront gravées à jamais, par exemple. Voilà, jusque-là. Un détail que j'oubliais, Vas-y. c'est si on prend la première version, là on voit que Dino il me donne 2 bitcoins. Mais est-ce que Dino il a vraiment 2 bitcoins? Donc grâce au hash précédent, on peut revenir au bloc précédent et on peut voir que là, Oksana lui a donné 4 bitcoins, donc c'est bon, il a pu en donner 2. Même si avant, il en a donné 15 à Yves Laurent. Donc est-ce que vraiment il en avait 15? Donc on revient au bloc précédent, le 3. Et là, on voit qu'il en reçoit 10 et 5, donc ça fait bien qu'il en a 15. Donc on voit bien on peut pas inventer de l'argent sorti de nulle part. Il y a vraiment une traçabilité tout au long des blocs. Et donc, on peut toujours remonter qui a reçu quoi, jusqu'où. Et on ne peut pas inventer de l'argent sorti du vide. Il me semble que c'était aussi le cas, justement, dans la vidéo du début. L'enfant qui essayait de dépenser plus de Bitcoin qu'il n'en avait. Dès que ça marchait pas, c'était rejeté par le réseau. Ouais. Parfait. Donc là, sur la slide du dessus, je vous ai mis une image d'une entreprise de minage. Ça ressemble à quoi une entreprise de minage de Bitcoin? Eh ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à des individus qui vont brancher des dizaines, des centaines, des milliers parfois de machines de minage de Bitcoin. Donc, je vous ai remis en bas à droite les mineurs de Bitcoin, à quoi ça ressemble un mineur. Et pour reprendre ce que Jean il vient nous expliquer, c'est qu'il faut comprendre que Bitcoin a réussi à créer des incitations économiques qui sont parfaites. C'est-à-dire que là, les mineurs de Bitcoin, on s'en fout que ce soit des bonnes personnes, etc. Là, purement égoïstement, ils sont incités à miner, à brancher des machines, à utiliser du capital et de l'énergie pour brancher ces machines. Et qu'est-ce qu'elles font ces machines? Elles sécurisent le réseau. Donc là, l'incitation, elle est importante à comprendre. Et on a pris l'exemple de Alphine, qui était le premier à recevoir du Bitcoin. On a pris ici l'exemple qu'il aurait réussi à miner 50 Bitcoins à l'époque, parce que dans l'historique, si on remonte dans l'historique Bitcoin, à l'époque, c'était facile de miner du Bitcoin. Vous pouviez miner du Bitcoin sur un ordinateur classique. Aujourd'hui, vous allez voir à quel point miner du Bitcoin, c'est intensif en capital et en énergie. Ensuite, on a vu que chaque Bitcoin est traçable. Là, on fait une petite ouverture et c'est plus pour le kiff et peut-être plus pour ceux qui ont déjà des connaissances. C'est que pour l'instant, la blockchain, elle a été utilisée principalement pour suivre les transactions de Bitcoin. Mais comme Jean nous l'a dit, vu qu'on peut pas tricher et mentir sur la blockchain Bitcoin, on peut imaginer facilement que dans le futur, même dès maintenant en réalité, la blockchain sera utilisée pour inscrire d'autres types d'informations. Donc, on peut prendre des exemples politiques ou géopolitiques. Vous devez être familier avec la notion de ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, les vainqueurs écrivent l'histoire? Est-ce que quelqu'un veut essayer de décrire ce que ça veut dire, les vainqueurs écrivent l'histoire? Dino? Je me lance, allons-y. Disons que lorsque le dominant accède justement au pouvoir grâce à la victoire d'une guerre, on a peut-être vu après la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles, on a clairement vu que les Alliés, c'est eux qui ont décidé de qui étaient les méchants, qui étaient les gentils. Et sur cette base-là, après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu. Mais en l'occurrence, c'est qu'il y a des récits divers et variés, qu'il y en a un qui va prédominer. Et là, c'était celui du gagnant. Exactement. Avec la blockchain Bitcoin, les politiciens, j'ai envie de dire, ou je ne sais qui voudraient utiliser la blockchain pour inscrire des informations, notamment des informations militaires extrêmement importantes,
pourrait utiliser le protocole pour sécuriser ces informations-là. On peut le voir aussi avec ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui s'est passé avec Nord Stream, des choses comme ça. Ça va être intéressant de voir comment les États et comment le monde va utiliser notamment Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, c'est vraiment l'histoire de... Oui. Soit le rapport, l'histoire écrite par les dominants et utiliser la blockchain pour le faire, pas le faire. En fait, si tu pars du principe que la blockchain Bitcoin est le protocole le plus sécurisé au monde, géopolitiquement, le pays qui adopte Bitcoin le dernier sera le perdant. Alors, j'espère qu'on pourra faire une session là-dessus parce que c'est hyper passionnant et ce sera plus complexe que juste une phrase, mais c'est vraiment de comprendre que on peut pas revenir en arrière, on peut pas tricher, on peut pas truquer la blockchain Bitcoin. Une des composantes qui sécurise le réseau, c'est vraiment cette notion d'énergie. Donc, Bitcoin, vous avez dû entendre parler qu'il consomme énormément d'énergie, d'électricité. Et donc, il est important de savoir à quoi on le compare quand on dit qu'il consomme trop. Et là, c'est les travaux de Michel Kazaka, notamment, que je vous invite à regarder, qui a comparé le système bancaire traditionnel et Bitcoin, et qui a regardé s'il y avait qui polluait le plus. Bien évidemment, de loin, c'est le système bancaire qui pollue beaucoup plus que Bitcoin. Et pour vous, pour les investisseurs, qu'est-ce que cela signifie? Et ça, c'est une conférence que j'ai donnée à l'Université de Genève en décembre, qui est disponible sur YouTube si vous voulez regarder. Et ce que ça veut dire pour vous, ça veut dire que si vous utilisez le système bancaire pour effectuer des paiements plutôt que Bitcoin, vous polluez plus que si vous utilisez Bitcoin. Si vous épargnez dans tous les actifs financiers que je vous ai montré tout à l'heure, notamment les actions, notamment l'or, vous polluez plus que Bitcoin. C'est ça la conclusion de cette partie-là. Et on va finir, enfin juste avant la conclusion, j'aimerais vous montrer. Ouais, bien sûr. Ouais, la comparaison avec la solution, c'est un peu rapide. Ça se fait quand même beaucoup plus aujourd'hui de transactions banques que de transactions Bitcoin à titre individuel ou à titre pro. Le Bitcoin n'est pas accessible, donc on ne peut pas comparer les consommations liées aux transactions Bitcoin et autres cryptos au système bancaire international en termes de pollution. Alors c'est justement ce que Michel Kazaka a réussi à démontrer à prorata. Oui, c'est des hypothèses, mais ce qui est important de regarder en termes de pollution, c'est la consommation ou le niveau de pollution des mineurs de Bitcoin comparé à tout ce dont on a besoin pour faire tourner le système bancaire traditionnel. Là, Bitcoin, il est à plus de 60% d'utilisation d'énergie renouvelable. Et on va, pour ceux qui ont creusé le sujet, et vous allez voir dans la petite vidéo, les mineurs qui sont intelligents, ils vont pas les miner sur du pétrole ou sur des conneries comme ça. Ils vont utiliser justement les énergies renouvelables. Et donc, je vais vous montrer cette petite vidéo de 1 minute. En périphérie, d'immenses bâtiments sont sortis de terre ces derniers mois. Nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer quelques minutes. Et là, c'est un peu comme entrer dans une ruche. Ici, les abeilles ouvrières sont des ordinateurs et il y en a des milliers. Nous voici dans la plus grande usine de Bitcoin des États-Unis. Une fois les travaux terminés, la puissance électrique de l'usine devrait dépasser les 700 mégawatts. Dans la région, les usines à Bitcoin poussent comme des champignons. Parfois même, juste à côté de vieux puits de pétrole texans. Allez, on se dépêche, qu'on passe à la suite. Ici, ces ingénieurs ont eu une idée. Plutôt que de brûler dans l'air le gaz qui émane naturellement des puits de pétrole, ils l'utilisent pour fabriquer de l'électricité
et alimentés de mini-usines à Bitcoin. Si on n'était pas là, sur ce site, ils évacueraient le gaz naturel et le brûleraient dans une torchère sur place. Au lieu de cela, nous on va prendre ce gaz naturel, le diriger dans un générateur à gaz naturel et le brûler pour créer de l'électricité, pour miner du Bitcoin. Le tout sur le site du puits lui-même. Malgré la chute des cours du Bitcoin ces dernières semaines, toutes ces fabriques de monnaie restent encore largement rentables. Au Texas, rien ne semble pouvoir freiner l'engouement pour cette ruée vers l'or 2.0. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vas-y. C'est pour rebondir sur justement ce qui vient d'être mentionné. Quand tu mentionnes les travaux de cette personne, je me dis le nom. Michel Kazaka. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de dire qu'il y a une comparaison en termes absolus. Mais est-ce que si justement il y avait autant de Bitcoin ou de Bitcoiners ou de gens qui usent du Bitcoin pour justement échanger des valeurs et tout ce qui va avec, c'est ça qu'il a fait? Il a dit on va imaginer une situation où il y a autant de personnes qui utilisent de Bitcoin que de personnes qui utilisent les banques traditionnelles, et on regarde combien ça pollue, ou est-ce qu'ils juste ils se disent en termes absolus aujourd'hui c'est ça le Bitcoin et aujourd'hui c'est ça les banques? Alors, il me semble que c'est beaucoup plus précis que ça, mais juste pour rebondir sur le fait que qu'est-ce qui se passerait si plus de gens utilisaient le Bitcoin. Déjà, on va pas aller trop dans les détails, mais il y a plusieurs layers. C'est-à-dire que Bitcoin est construit, là on vous parle du layer 1, de la fondation vraiment, parce que c'est les bases de Bitcoin qu'on vous apprend, mais les utilisateurs de Bitcoin, les Bitcoiners, pour effectuer des transactions dans la vie de tous les jours, ils utilisent des layers supérieurs, notamment les layers 2, comme Lightning. Et ça permet notamment de polluer encore moins, alors que Bitcoin polluait déjà moins que le système bancaire. Donc il y a des solutions, mais je pense que les travaux de Michel Kazaka, ils sont plus précis dans vraiment cette comparaison entre système bancaire et Bitcoin. Donc je vous propose de faire une petite conclusion. Pareil, on va retourner dans les slides et ensuite on va passer à l'apéritif. Donc ici, vous avez appris la notion de hash. Donc un hash, c'est une empreinte numérique générée par une fonction mathématique, un algorithme mathématique. Et dans le cas de Bitcoin, la fonction qui est utilisée, c'est SHA-256, une des fonctions de hachage les plus robustes et les plus solides au monde. Ensuite, vous avez appris ce qu'est un mineur de Bitcoin, du matériel informatique qui est conçu spécifiquement pour miner du Bitcoin. Ensuite, on a vu que la blockchain, la traduction littéraire française, c'est une chaîne de blocs. À l'intérieur des blocs se trouvent les transactions. Les transactions et les blocs sont reliés entre eux par ce fameux hash, cette fameuse empreinte unique. Et ensuite, vous avez appris que la blockchain Bitcoin est publique. Donc, vous avez tous accès à toutes les transactions Bitcoin en temps réel en utilisant ce site notamment. Il y en a d'autres. Ensuite, nous avons appris que la blockchain Bitcoin est fondamentalement décentralisée et il faut qu'elle le reste. Donc là, c'est un travail notamment d'éducation, selon moi, des Bitcoiners, presque une obligation morale de pouvoir vous apprendre notamment comment faire tourner un nœud, ce qui est très simple. Et vous avez appris que ça coûte pas cher, voire gratuitement, comme Jean nous l'a dit. Et ça vous permet, ce petit matériel informatique, d'avoir une copie de la blockchain. Donc plus il y a de copies, plus le réseau est décentralisé, plus le réseau est sécurisé. Ensuite, vous avez appris qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de minage et pourquoi ils font ça? Et bien, c'est parce qu'il y a une incitation économique qui a été créée par l'inventeur du Bitcoin, justement, qui a réussi à mettre tous ces alignements d'intérêts au bon endroit. Donc là, ces entreprises de minage vont utiliser de l'énergie, vont utiliser dépenser du capital pour miner du Bitcoin, donc être récompensées. Mais sous-jacent à ça, plus elles minent, plus elles utilisent d'énergie, plus elles sécurisent vos Bitcoins. Donc ce sont un peu comme les gardiens de votre investissement. Et ensuite, on a vu la petite vidéo sur le minage. Et donc, moi, j'aimerais finir par une petite citation. Avant ça, il faut comprendre qu'on est encore très, 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 très tôt dans cette adoption. Donc, c'est pas du tout trop tard comme certains peuvent le penser. La majorité du capital mondial n'a pas été encore investi sur Bitcoin, bien loin de là. Et donc, est-ce qu'on finit par... Ah oui, bah oui. On va finir par ça.
un petit scénario de prix. Donc on sait où on était avant. Comment est-ce qu'on peut se projeter dans le futur? Donc 3 scénarios. Un scénario pessimiste. Un Bitcoin en 2050, donc dans 25 ans, vaudrait 130 000 francs. Ensuite, un scénario raisonnable. Un Bitcoin en 2050 vaudrait 2,9 millions de francs. Et un scénario optimiste, pour se faire kiffer, un Bitcoin vaudrait 52 millions de francs. Alors, il y en a qui vont dire, non mais t'es fou d'annoncer des chiffres comme ça. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est VanEck Research. Mais imaginez un Bitcoiner en 2015. Je sais même pas combien valait un Bitcoin en 2015. Ouais, à peu près entre 2015 et 2016. Voilà, un Bitcoin en 2015 valait 200 €, 200 francs. Si un Bitcoiner vous avait dit, ah ouais, en 2025, tu vas avoir Bitcoin, un Bitcoin vaudra 80 000 francs. Bah, tout le monde l'aurait regardé comme un fou, comme un dégénéré. Donc là, ces prix, ils sont pas si fous, notamment le scénario raisonnable. Mais absolument, ah oui, important, le petit disclaimer que j'ai pas dit au début, mais que je mets là. Ici, c'est que de la formation. Donc, même si je suis diplômé, conseiller financier, autorité des marchés financiers, blablabla, la formation ici, c'est pas du conseil en investissement, c'est de la formation où vous faites vos propres recherches. D'ailleurs, ne nous faites pas confiance. Apprenez par vous-même, multipliez les sources, faites de vos propres recherches de votre côté également avant d'investir. Et donc, j'aimerais finir par cette citation. Un bon investissement, c'est quelque chose que tout le monde veut, que peu comprennent et que personne ne peut arrêter. Merci pour votre attention. Et je vous invite à l'apéritif et on pourra revenir sur scène pour la dernière partie à 20h45 avec une surprise, un quiz, des fractions de Bitcoin et une présentation d'un des membres. Merci. Mesdames et messieurs, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis une personne qui aime se faire remarquer, qui aime parler, et c'est pour cette raison que Abel et Jean m'ont autorisé à venir présenter leur merveilleux projet. C'est un bel exercice oratoire auquel je me soumets et que je vous inviterai éventuellement les semaines prochaines, les mois qui viennent, de vous y prêter également, parce que c'est un exercice par lequel on progresse et surtout par lequel on peut aussi présenter son business, chose qui viendra à la fin de ma présentation. Mais pour commencer, j'aimerais vous parler de Jean Eschlinger et pas Jean Eschlinger, comme certains Parisiens pourraient aimer à le dire. Il a en son nom déjà quelque chose d'allemand qui prouve une forme de confiance qu'on pourrait avoir, comme la Das Auto qu'on a pu entendre. Notre cher Jean Eschlinger, lui, c'est un formateur, un accompagnateur. Moi, je préfère dire un initiateur à la self-custody, c'est-à-dire cette dynamique dans laquelle vous pouvez entrer ou vous pouvez rentrer en pleine possession de vos bitcoins à vous sans avoir à passer par des plateformes intermédiaires, comme Binance et d'autres, qui sont ce qu'on aime à appeler des hot wallets et aussi des custody ou alors des détentions intermédiaires de monnaie. Là, avec la Ledger qu'il éventuellement vous apprendrait à utiliser ou une autre clé ou un porte-monnaie froid, vous auriez la possibilité de détenir vos propres bitcoins au travers d'une dynamique assez simple. Et au final, ce que je suis en train de raconter maintenant, c'est exactement ce que fait aussi Abel, qui est un formateur, un accompagnateur, voire même, comme j'aime à le dire, encore une fois, un initiateur dans justement la self-custody. Moi, j'ai appris avec Abel et il m'a permis d'apprendre au travers de plateformes diverses et variées, alors que vous devez aussi comprendre d'où moi je viens. Moi, je suis une personne qui a été formée au droit. Donc, en principe, je devrais être une personne sérieuse, qui ne se fait jamais avoir. J'ai écrit un doctorat sur les nouvelles technologies, tout particulièrement la captation d'attention, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le Bitcoin. Moi, je m'intéressais davantage à vos téléphones, à vos ordinateurs et comment ils font pour vous garder captifs continuellement sur les logiciels. Donc, je me disais être quelque peu aguerri à ce monde numérique, voire informatique, pour qu'au final, moi, je me fasse avoir aussi. Et j'ai été arnaqué. Et j'ai perdu passablement de sous. Et là, j'ai eu une forme de méfiance quant au monde de la crypto, au monde de ces nouvelles innovations, pour que je rencontre Abel et qu'il réussisse d'une certaine manière, et de la façon dont il a eu de le faire aussi ce soir avec vous, à me rassurer et à me permettre de récupérer une forme de confiance en ce que j'appelle, moi, maintenant, de tous mes vœux, cet avenir radieux auquel on devrait tous participer. Et si on est ce soir ici, c'est bien la preuve qu'on a envie de mettre un beau pied, voire deux, voire tout le corps à l'intérieur. Donc,
c'est ça, au fait, aussi que j'ai envie de vous dire par rapport à Abel et évidemment Jean, parce que j'ai eu la chance d'avoir la dernière fois un cours avec lui où il m'a appris à avoir mon premier porte-monnaie chaud, mais en self-custody. Donc maintenant, je sais un peu faire les deux. Et vous allez apprendre à faire ces choses avec eux pour la modique somme de 100 francs ici, parce que vous aurez une réduction de 50 francs si vous venez et que vous leur demandez de vous apprendre à le faire comme ils m'ont appris à le faire. Ça, c'est relativement au service que je vais appeler de self-custody au travers d'un protocole qu'ils ont mis en place, qui est simple, qui est efficace, et puis ensuite qui va tourner sans que vous ayez à vous y intéresser. Maintenant, il y a un élément différenciateur chez chacun d'eux, et ça, il faut aussi le prendre en considération. C'est-à-dire que Jean, lui, c'est une personne qui a aimé à rappeler une histoire que je rappellerai aussi maintenant, c'est que de la même manière qu'avant, on utilisait des pièces d'or ou des pièces d'argent, qu'on finissait par pervertir ou corrompre à travers du plomb qu'on insérait à l'intérieur, donc on faisait perdre de la valeur à l'argent des personnes. Aujourd'hui, l'inflation, c'est ce plomb qui, au final, fait perdre de la valeur à vos monnaies fiat. Et l'idée, c'est que, au travers de la self-custody et de l'apprentissage, de la détention propre de Bitcoin, mais aussi justement de l'or et de l'argent que Jean vous apprend à acquérir, vous allez pouvoir véritablement supporter les crises futures qui risque d'arriver, parce que là, vous le voyez avec Trump, avec tout ce qui est en train de se passer, on voit véritablement des fluctuations dans la monnaie fiat qui risquent de vous faire perdre énormément d'argent si vous l'avez en banque. C'est pour ça qu'il vous accompagne. Et alors là, le premier rendez-vous est offert pour qu'on puisse éventuellement discuter de vos besoins. Et après, là, il y aura des honoraires qui seront éventuellement discutés et négociés pour que vous puissiez continuer à collaborer ensemble. Maintenant, on s'intéresse à Abel. Abel, lui, son élément différenciateur se trouve dans sa formation de gestionnaire de patrimoine. Et il est un des premiers, un avant-gardiste, comme j'aime à les appeler, ou alors un visionnaire, pourquoi pas, de la gestion de patrimoine en crypto. Parce que vous aurez des enfants, c'est du moins ce que je vous souhaite, et vous aimeriez leur léguer quelque chose. Et vous auriez donc des avoirs en crypto éventuellement, et en Bitcoin essentiellement. Dans cette optique, il est donc important que vous pensiez à la succession et comment faire pour que tout cela puisse rester anonyme peut-être. Il y a énormément d'éléments aussi juridiques à prendre en considération sur lesquels il pourrait donc vous accompagner. Donc pensez à ça, et si vous avez envie d'y aller, le premier rendez-vous est offert ou pas? Bien donc sûr. Voilà, de la même manière que Jean, le premier rendez-vous pour qu'on comprenne vos besoins est offert, et ensuite vous allez mettre un plan en place et vous avancerez ensemble. Dans cette optique, j'ai eu la chance de vous présenter ces deux personnes au travers de mon expérience personnelle. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre vers eux parce que c'est la deuxième fois que je viens ici et c'est clairement pas la dernière. Alors maintenant que je vous ai réveillé avec ces deux présentations, il s'agit de vous présenter mes services. Je suis un formateur en art oratoire, en rhétorique. J'aide ou j'accompagne les gens à cheminer vers ce que j'aime à appeler l'éloquence, c'est-à-dire la capacité de s'exprimer avec authenticité, simplicité si nécessaire, mais vraiment d'être vrai face à un public sans être mal à l'aise, sans avoir ce ressenti extrêmement désagréable qui veut que la voix commence à trembler, les muscles commencent à se tendre, les pupilles se dilatent, la bouche est sèche, on n'arrive plus du tout à s'exprimer et d'un seul coup, le trac devient ce qu'est ce mot en réalité, c'est une traque. C'est le public qui est en train de me traquer et de me pourchasser. Alors qu'en réalité, vous avez un pouvoir lorsque vous êtes seul à détenir la parole face à une assemblée. Et c'est à vous de les traquer. Et au bout d'un moment, lorsque vous pratiquerez avec moi, si l'envie vous en dit, vous finirez par le comprendre, mais surtout par le ressentir. Au travers d'une formation que j'offre de 3 mois, qui a actuellement 3 places à pourvoir. Donc si vous êtes encore intéressé, on vient de commencer pour la modique somme de 400 francs, excusez-moi. Elle vaudra bien davantage plus tard, mais là, c'est un prix de lancement parce que c'est la deuxième session que je donne. Donc, j'ai appris de la première. Maintenant, vous avez tous les enseignements de la première au même prix que la première. Et la troisième, par contre, ça sera plus du tout le même prix. Et là, je passerai à mon prix de rythme de croisière, comme on pourrait l'appeler. Et là, vous avez 22 heures de cours où vous venez chaque lundi avec nous. On est un groupe de 10 personnes où on pratique ensemble, on se confronte à ce trac, on développe des méthodes rhétoriques pour que vous soyez plus convaincant, plus persuasif, plus captivant. Et derrière, vous avez 2 heures de suivi personnalisé, où justement là, on s'attelle à un de vos projets personnels. Typique Abel, c'était des présentations relatives au Bitcoin. Là, ça pourrait être autre chose. Et l'idée, c'est justement que moi aussi, j'apprenne de vous grâce à vos projets. Et là, c'est comme ça qu'il m'a appris le Bitcoin et puis que je finis par m'intéresser à ce qu'il fait et qu'on chemine ensemble. C'est ça la rhétorique en réalité, c'est une grande famille. Si vous avez envie de vous y essayer un petit peu différemment, vous pouvez venir au Club Genevois de débat.
C'est une association universitaire qui est ouverte à toutes et à tous. On se réunit tous les mardis et là, vous pouvez venir pour vous essayer à la prise de parole devant une dizaine, vingtaine, voire quarantaine de personnes dépendamment des semaines. Voici pour ce qui est véritablement de mon corps de métier actuel. Après, il est tout à fait envisageable, si vous avez envie d'avoir un suivi personnalisé, qu'on se retrouve et là, on avance. Après, le coût n'est pas du tout le même. Mon heure vaut entre 300 et 200 francs, dépendamment de la durabilité de notre relation. Mais c'est pour ça que je vous dis, venez, profitez de cette occasion inespérée, que sont ces 400 francs pour 3 mois de formation où vous aurez les rudiments de la rhétorique entre vos mains et surtout dans votre bouche. Merci beaucoup de votre attention. La promo pour demain, la finale. Et évidemment, si vous avez envie de vous divertir un petit peu, demain, à Uni-du-Four, à partir de 6h30, se tiendra la demi-finale du concours roman d'éloquence. Alors n'hésitez pas, c'est 8 candidats triés sur le volet parmi une trentaine que j'ai eu moi-même à observer et à sélectionner. Et de ces 8 candidats, n'en resteront que 2 qui iront à la finale du concours roman d'éloquence qui se tiendra le 16 mai. Donc demain, vous avez l'occasion de voir 8 candidates qui se sont affûtées sur des sujets qui vont vous faire rêver, je l'espère, des citations de Churchill, de Voltaire et d'Hugo qui seront discutées pour peut-être vous convaincre qu'ils ont raison ou tort, qui sait, et peut-être vous donner envie. Et c'est ce que j'espère, de parler avec nous, de nous rejoindre au Club Genevois de débat et qu'on chemine en se faire passer. Merci. Bravo. Merci mon ami. Merci à toi. Là, je te prends ça. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présence ce soir. Un grand plaisir de vous avoir reçu. Pour finir sur la promo de Dino, quand je l'ai rencontré, j'étais incapable de parler en public. C'était ma plus grosse phobie. Alors je suis un ancien athlète de haut niveau, j'ai joué au foot à haut niveau et après des très grosses blessures, en fait, il me fallait un challenge parce que voilà, je suis un compétiteur et ne rien faire, c'est juste impossible. Donc, j'ai recherché en ligne quelles sont les plus grosses phobies de l'humain. Et j'ai vu que la prise de parole en public, l'art oratoire, était la plus grosse phobie. C'est-à-dire que les gens, statistiquement, ont plus peur de parler en public que de mourir. C'est pour dire le niveau de stress que ça engendre. Donc, j'espère être une pub parce que voilà, j'ai fait ces formations et je continue de les faire et je continuerai de les faire parce que c'est magnifique de pouvoir vous offrir ce qu'on vous a offert ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors là, pour le jeu, je vais vous demander de prendre vos téléphones ou vos ordinateurs, ce que vous préférez, mais en général sur téléphone c'est plus simple, et de scanner le QR code. Il y a des fractions de Bitcoin à gagner, jouez tous. Ça. Ah ouais, je suis attends, lequel, merci. Comment on fait pour mettre la couleur? Pourquoi tu veux? Ah oui. Bah attends, je vais arriver. Dans les settings, c'est de... Non mais je sais moi. Enfin, entre les postes. Vous êtes prêts? Arnaud, c'est bon? De ton côté? Il est dans ses pensées. Donc là, comme ça va s'afficher, les questions ne vont s'afficher que là-haut. Et sur votre téléphone ou ordi, vous aurez que les couleurs des questions. Donc, vous gagnez des points en répondant juste et en répondant le plus rapidement possible. Donc, je répète, les questions vont s'afficher à l'écran sur la diapo, mais pas sur votre téléphone, juste les couleurs. Et on est parti. La chaîne de blocs de Bitcoin. 3, 2, 1, let's go. L'inventeur de Bitcoin peut-il changer les règles? Il y a 1 million de Bitcoin, donc oui. Avec l'aide de quelques amis, oui. Aucune de ces réponses, non, car Bitcoin est décentralisé. Il y a 1 minute par question. Ah, bah. Alors là, on a non, car décentralisé, 8 personnes. Bien joué. Sinon, il y a 1 minute. Alors, on a Victor en première position. Let's go. Il a répondu hyper vite.
C'est parti pour la seconde. Combien d'heures faut-il pour comprendre les bases de Bitcoin? 2 heures, 5 heures, 40 heures, 100 heures? Ah, c'est trop drôle de lire. Ah, c'est excellent. 100. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. C'est quoi la bonne réponse? 100. Il n'y a pas de bonne réponse, non. J'aime pas ces trucs de pas de bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Vous allez voir. Alors. Ah non, mais là c'est bon, tout le monde a répondu. Suivant. Vrai ou faux? Vous aurez toujours besoin d'une banque, même avec du Bitcoin. Oui. Faux. C'était faux. Et je crois que c'est la dernière. Attention. Attends, je peux afficher les billets, c'est quoi ça? Ah non. Suivant. Dernière question. Alors, on a toujours Victor devant. Laurent deuxième. Dernière question. La consommation énergétique de Bitcoin protège votre investissement, pardon. Vrai ou faux? Vrai. Suivant. Victor, première position. Bravo. Et Yves Laurent, deuxième position. Bravo. Et c'est qui Tesla, troisième position? Ah oui, c'est vrai. La private joke. Donc malheureusement, il n'y a que 2 vainqueurs. On a décidé de 2 vainqueurs. Donc 10 000 Satoshi pour le vainqueur et 5 000 Satoshi pour le second. Donc je vous laisse vous rapprocher de Jean. On va le faire ensemble. Donc si vous avez un wallet à disposition Lightning, on le fait maintenant. Sinon, on va devoir vous apprendre. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent, on va se retrouver au bar en bas pour continuer la soirée. Parce qu'on doit vider les lieux dans 3 minutes. Merci beaucoup. Ciao.